Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée vraiment profonde, une façon assez différente de regarder nos vies, nos relations, une sorte, oui, d'écologie de l'âme. C'est la question qu'on se pose tous, non? C'est le cadre moral classique dans lequel on a grandi. Une action est soit bonne, soit mauvaise. Point. Elle est jugée selon une loi, un code, une règle. Mais, et si on changeait complètement de perspective? Si chaque action n'était pas juste un événement à juger, mais plutôt une brique, un élément qui construit, qui organise, qui ajoute un peu plus de structure en nous et dans le monde. Et à l'inverse, si certaines de nos actions, même celles qui partent des meilleures intentions, agissaient en fait comme un acide, comme un dissolvant, des forces qui défont, qui créent du chaos, qui démolissent lentement des structures fragiles en nous et entre nous. Voilà, c'est ça le cœur de notre réflexion aujourd'hui. Alors, pour vraiment saisir cette idée, il faut qu'on fasse un petit saut dans le passé. Imaginez un instant. Les grands cadres religieux, ces immenses cartes qui donnaient un sens à tout, eh bien, ils se sont effondrés pour beaucoup de gens. Et derrière eux, ils ont laissé un vide. Un vide dans notre façon de comprendre le monde et surtout de comprendre notre responsabilité à l'intérieur de ce monde. Et ça, c'est la conséquence directe de ce vide. Regardez, d'un côté, avec un cadre, chaque acte fait partie d'un tout. Il est connecté à la personne, à une loi et même au cosmos tout entier. Mais sans ce cadre, tout se rétrécit, tout se ratatine. L'acte n'est plus qu'un événement isolé. La relation est une simple interaction. Et la faute devient une souffrance purement personnelle, déconnectée du reste. La grande carte du sens a tout simplement disparu. Et c'est ça le point absolument crucial. Le problème, ce n'est pas que les gens sont soudainement devenus mauvais. C'est qu'on ne peut pas être responsable de ce qu'on ne voit plus. Si les conséquences de nos gestes sur la structure globale sont devenues invisibles, alors forcément la responsabilité elle-même se dissout. Sauf que la nature humaine, elle, a horreur du vide. Ce manque de sens a donc déclenché une quête intense, parfois un peu désespérée, pour retrouver ou pour réinventer des cadres de compréhension. Des mouvements comme la théosophie, l'anthroposophie ou le spiritisme, ce ne sont pas juste des curiosités historiques. Il faut vraiment les voir comme des symptômes, des réponses à un besoin anthropologique hyper profond, celui de comprendre notre place dans le tout, de redessiner une carte pour pouvoir à nouveau voir nos responsabilités. Allez, on avance jusqu'à aujourd'hui. Et s'il était possible de construire un cadre de responsabilité qui ne repose pas sur une croyance, pas sur une révélation, mais sur des principes qu'on peut tous observer? Le concept clé, c'est un mot qui peut faire un peu peur, la négantropie. Mais en fait, c'est très simple. Pensez à l'entropie. C'est la tendance naturelle de l'univers à aller vers le désordre, vers la dissolution. Votre chambre qui devient en bazar toute seule, c'est l'entropie. Eh bien, la négantropie, c'est la force inverse. C'est ce qui crée de l'ordre, de la complexité, de la structure, de la vie. La puissance de cette approche, c'est qu'elle parle à un esprit moderne. Pas besoin d'un acte de foi, elle s'appuie sur des concepts qui viennent de la science. La thermodynamique, par exemple, qui nous explique comment l'énergie peut créer de l'ordre. La théorie de l'information, qui montre comment une structure peut organiser la matière. Ou encore l'idée d'émergence, qui explique comment des systèmes complexes et autorégulés apparaissent à partir de règles simples. Ce sont des outils pour décrire comment l'ordre se crée et se maintient sans faire appel au surnaturel. Et ça illustre parfaitement le changement radical de perspective. On quitte complètement le « c'est mal parce que c'est interdit par une autorité extérieure », on passe à une éthique de la conséquence structurelle, c'est destructeur parce que ça dissout un niveau d'organisation. L'action est donc évaluée sur sa capacité à construire ou à défaire. Bon, allez, assez de théorie, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans nos vies, dans nos relations de tous les jours? C'est là que ça devient vraiment passionnant, on entre dans une véritable écologie des relations. Avec cette grille de lecture, le consentement, par exemple, devient une condition de base, absolument nécessaire, mais plus suffisante. La vraie question devient, est-ce que cette interaction, sur la durée, augmente la capacité des personnes à se structurer elles-mêmes, ou est-ce qu'au contraire, elle les affaiblit, elle les dissout? Et d'un coup, des dynamiques très subtiles, comme l'emprise psychologique, qui sont souvent invisibles, deviennent parfaitement lisibles. Ça nous amène à la posture intérieure que cette éthique demande. Et là, attention, c'est peut-être la partie la plus difficile, parce qu'elle va complètement à contre-courant de nos réflexes habituels. Écoutez bien cette phrase, elle est essentielle. Vouloir transformer l'autre est une forme de possession. C'est fort. Même avec les meilleures intentions du monde, vouloir réparer quelqu'un, vouloir le changer pour son bien, c'est une forme de prise de pouvoir, une appropriation de ce qu'il est. Alors on fait quoi? La réponse est d'une simplicité désarmante.
l'écoute. Mais attention, pas n'importe quelle écoute. Pas une écoute pour répondre, pour conseiller, pour juger, non. Une écoute qui suspend tout ça et qui se contente de créer un espace de cohérence où l'autre peut s'entendre lui-même et trouver sa propre structure. Regardez ce décalage. Notre société, elle, valorise l'action, l'opinion balancée en 2 secondes, le conseil qu'on n'a pas demandé, la solution visible et immédiate. Mais cette écologie relationnelle, elle, demande tout l'inverse. Le silence plutôt que l'opinion, la patience plutôt que le conseil, et surtout la confiance. La confiance dans le fait que l'ordre peut émerger de lui-même si on lui en laisse la place. C'est profondément anti-spectaculaire. Voilà, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. Être négantropique pour quelqu'un, ce n'est pas vouloir son bien à sa place. C'est agir avec une telle humilité, une telle retenue qu'on devient un catalyseur. On crée un environnement sécurisant où l'autre peut trouver et construire sa propre cohérence. Bon, on arrive au bout, rassemblons toutes les pièces du puzzle. Au final, qu'est-ce que ça implique, cette vision du monde ? Eh bien, c'est une forme de responsabilité qui est à la fois incroyablement simple dans son principe et terriblement exigeante dans sa pratique. Voilà la maxime ultime de cette éthique. Prenez une seconde pour vraiment y penser. Ce n'est pas aide les autres, ce n'est pas rends-les heureux. C'est le contraire de la dépendance. C'est avoir une présence qui renforce, qui structure, qui augmente l'autonomie et la solidité de celles et ceux qu'on côtoie. C'est une idée profondément civilisatrice. On va se quitter là-dessus, avec cette question, au-delà du bien et du mal, au-delà du succès et de l'échec. Et si la tâche la plus fondamentale, c'était simplement ça, participer discrètement, humblement, à la construction de l'ordre, en nous et autour de nous. Un acte à la fois. La question, bien sûr, reste ouverte,